Bonjour à tous, merci d'être venus. On m'avait dit que je verrais des xébiens, donc j'imaginais des gens avec des tentacules. Et je suis un peu déçu du conformisme de l'audience, mais c'est pas très grave. Vous avez raison d'être venu ici, parce que c'est sûrement la meilleure presse que vous verrez de la journée, et puis c'est le plus confortable pour dormir après déjeuner. Euh, Moi, je suis pas technique, enfin je suis un ancien technique, hein, il y a longtemps, quand on faisait du XML 1.0. Je vais vous parler en fait d'une révolution qui est la révolution de la data. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a été l'origine de la genèse de Snowflake, et ce qu'on a conçu en fait comme nouvelle solution et nouvelle architecture pour répondre à tous les challenges qu'on peut avoir dans tout le monde applicatif qui se situe au niveau de la data, de sa gestion, de sa mise à disposition. Donc le premier point, en fait, c'était Churchill qui disait, si on veut regarder loin devant, il faut regarder loin derrière. Alors juste un petit peu d'histoire, et ça c'est ce graphe-là, il vous donne un petit peu ce qui s'est passé dans le monde de la data. De savoir que dans les années 90, on gérait des gigas de données et on faisait du reporting à l'ancienne pour le marketing, pour la gestion des stocks et ainsi de suite, et on faisait du trimestriel, du mensuel. Qu'ensuite on a fait du reporting quotidien, donc on a amélioré les machines, puis on a eu des plus grosses volumétries. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 2000, depuis l'Internet, depuis le device, depuis le mobile, on voit en fait une volumétrie qui continue à augmenter. Donc maintenant, on est dans l'échelle des pétas de données. Et ce qu'on veut, c'est de l'analyse quasiment instantanée, c'est du temps réel. Ce qui se passe, c'est qu'avant, le monde il était segmenté par pays. On avait encore des fuseaux horaires. Aujourd'hui, si on regarde bien, n'importe quel développeur qui est en Corée, il fait une app, et cette app, elle sert tout le monde à travers le monde. Donc il y a besoin d'avoir de la data, de la gestion de son application 24/24. Donc ce graphe, il montre juste quoi? Il montre d'un côté qu'on a une augmentation du volume de données et qui ne fait qu'augmenter, et que de l'autre côté, on est devenu hyper impatient, on veut avoir tout, et les clients, les consommateurs, les utilisateurs, ils veulent avoir tout sur leur device quand ils veulent, au moment où ils le veulent. Donc il y a une espèce de schizophrénie entre on veut tout et tout de suite, des plus gros volumes qu'il faut traiter plus rapidement, analyser plus rapidement pour les fournir de manière instantanée à chaque personne. Voilà. Et ça ne fait que s'accélérer. Ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la révolution de la data, on en entend parler à la télé, du machine learning, du deep learning, de l'AI, et vous le voyez dans vos applis, et c'est rien. C'est rien du tout. C'est juste le commencement du commencement du commencement. Demain, quand on aura renouvelé les usines et qu'on aura mis des nouvelles machines avec des capteurs, il faut 20 ans pour renouveler un outil industriel, on aura des volumétries qui viennent de l'industriel énormes. Et puis demain, quand chacun d'entre nous, on aura une poubelle connectée et qu'on multiplie par 60 millions de consommateurs et des envois tous les jours ou toute la journée, c'est une volumétrie qui va exploser. Et c'est des choses qu'on doit prendre en compte dans les applications, dans les infrastructures. Donc le défi de demain, il est 10 fois plus gros que celui d'aujourd'hui, qui était déjà, si on prend du péta par rapport à du giga, 1 milliard de fois plus grand. Et c'est fini. Je crois. Donc ce qu'on voit apparaître aussi sur le marché, c'est plein de nouveaux cas d'usage. Donc on a besoin de plein d'utilisations. On fait de la détection, on fait du cyberphishing, on fait de l'analyse de comportement, on regarde les utilisateurs avec du NLP, quelle partie du texte ils lisent. On fait des détections d'anomalies. Dans le retail, on analyse votre comportement, on regarde ce que vous avez acheté en magasin, on regarde ce que vous avez acheté sur le e-commerce, on regarde les segments, puis on essaye de vous faire une recommandation. Quand vous allez sur Amazon et qu'on vous dit d'autres ont acheté ça, ça peut vous intéresser. Derrière, c'est de l'analyse de votre comportement, c'est de la donnée, c'est du machine learning et c'est de la restitution. Dans l'assurance, aujourd'hui, on essaye de faire du scoring sur toutes les données sur la personne qu'on a. Est-ce qu'elle est un risque? Pas un risque. Donc tout ça, ce sont des nouveaux cas d'usage et des nouveaux cas d'utilisation de la donnée. Pardon. Maintenant, ce chiffre-là, il est intéressant. 60%, c'est quoi? Sur tous ces nouveaux cas d'usage aujourd'hui, plus de 60% du temps des projets dans lesquels il y a de la data qui est intégrée, c'est passer du temps à préparer la donnée. Donc aujourd'hui, de la donnée et de la volumétrie, on en a énormément, mais la mettre à disposition est difficile. On passe son temps à la préparer. Ça, c'est un rapport qui a été fait par l'EBG, qui vient de rendre ses conclusions sur 5 ans après, le big data, ça donne quoi? Alors, il y a des conclusions qui sont intéressantes, mais si on regarde aujourd'hui, les données qui sont utilisées par les entreprises, 86% des entreprises, elles utilisent de la donnée interne. Et les données sociales, les données semi-structurées, celles que vous avez sur votre mobile, sur vos applications, celles qui sont les plus instantanées, les plus intéressantes, elles sont encore extrêmement peu utilisées. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait JSON, Avro, Parquet, XML et qu'on parle le semi-structuré ou le non-structuré couramment, en fait, les entreprises, elles travaillent encore beaucoup sur de la donnée structurée, sur les vieux systèmes historiques. Tac, j'y arriverai pas.
Alors la question, c'est pourquoi c'est difficile de traiter la donnée. Premièrement, parce que les données aujourd'hui, c'est hétérogène. Si vous travaillez, si vous faites du développement, et au moment où vous vous dites, elles sont où les données pour nourrir mon application, vous allez avoir une multitude de référentiels d'entreprise, une multitude de silos technologiques, et ça peut être soit on-premise, soit dans le cloud, soit un peu partout. Il y en a chez le partenaire, il y en a chez un tiers, et ainsi de suite. Le deuxième point, j'étais à la conférence juste avant du patron d'Air France, et c'était intéressant. Première préoccupation des DSI, c'est le deuxième, c'est comment on satisfait les utilisateurs. Il dit chaque année, j'en ai pour 400 millions de demandes, moi je peux en financer 200 millions. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié des demandes internes, de nouvelles applications, de nouveaux services, de nouveaux développements que je ne peux pas fournir. Ça ne fait qu'augmenter. Et puis le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on est passé dans un système dans lequel on traitait la donnée en ce qui s'appelle en batch, dans lequel on recevait la donnée, on traitait pendant la nuit, puis on ouvrait les services aux utilisateurs pendant la journée. Et maintenant, avec les devices connectés, avec les nouveaux cas d'usage, on parle de plus en plus de streaming de temps réel. Donc il faut être capable d'avoir plus de sources de données et de les ingérer plus rapidement. Alors en fait, la data, elle existe. On n'a pas de problème pour avoir la data. La data, il y en a partout, des capteurs, il y en a partout, des applications et des systèmes, il y en a partout. Pas de problème. Le vrai problème de la data aujourd'hui, c'est qu'elle est éclatée. Elle est partout. Donc ça, c'est un petit schéma pour signifier, pour résoudre en fait la problématique de la data, c'est quoi? Si vous faites du coding, vous pouvez avoir une problématique qui est sur la gauche. Comment on a la meilleure expérience client possible? Comment sur une application mobile dans laquelle je vais agréger des services internes, des services externes, un prestataire tiers? Comment je vais optimiser le retargeting? C'est dans le marketing. Comment je récupère les segments de Publicis avec mes données sur les acheteurs dans les magasins pour me dire cette personne-là qui a entre 25 et 30 ans, qui est actuellement sur mon site, elle aime bien le football, elle va aimer ça. Et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est les cas que vous allez devoir mettre en œuvre, ou qu'en tout cas, la problématique du développement est à mettre en œuvre. Et derrière, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de la donnée en entrée, et puis après, c'est du traitement de cette donnée. Alors vous avez tous les segments, les data scientists, le machine learning, le deep learning. C'est tous les nouveaux noms des statisticiens, ça permet de les payer plus cher. Mais ça revient à ça. Et alors, du machine learning, au final, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et il faut démystifier la chose. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon système d'intelligence artificielle et de machine learning? Petit 1, il faut de la puissance de calcul, il faut du stockage. Ça, les systèmes historiques, les Oracle, les Teradata, ils savaient, avec des machines, récupérer les données, les stocker et faire du traitement. Sauf qu'ils ne savaient pas les faire sur les deux suivants, ils ne savaient pas les faire sur des gros volumes de données. Parce que sinon, le système il s'écroulait, ou alors il en fallait tellement que ça coûtait beaucoup trop cher. Et puis, ça ne savait pas faire, ça n'avait pas la puissance de calcul nécessaire pour faire de la donnée de qualité. Quand on fait un algorithme de machine learning ou de data science, faut savoir en fait qu'on n'invente rien. À la télé, on en parle beaucoup, mais finalement, on utilise des algorithmes mathématiques qui ont 300 ans pour les plus vieux, et un réseau bayésien, c'est dans les années 65 à Cambridge. On n'invente pas de nouveaux algorithmes. Ce qui fait qu'un algorithme marche bien, c'est le volume de données que vous mettez en entrée, et c'est la qualité du volume de données que vous mettez en entrée. Vous prenez le meilleur, vous développez un super nouvel algorithme. Vous y avez mis tous les scientifiques de l'école de 65 en Russie, spécialistes en cryptographie, ils ont fait un nouvel algorithme, il est méga béton. Vous mettez des données pourries, vous avez un moteur de recommandation, vous cherchez des tennis, vous aurez une paire de skis. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les maths. La donnée, son volume et sa qualité, c'est ça qui fait la clé. Et puis le dernier point aujourd'hui qui bloque dans les entreprises, ce qu'on voit, c'est que des projets avec des nouvelles applications, on parle du digital, de nouvelles applications mobiles, de devices, de desktop, d'informatique embarquée, tout ça c'est de nouveaux projets. Chaque fois on commence à faire des équipes de développement, mais quand on veut accéder à la donnée, on est bloqué par l'IT. Ce que tous nos clients nous disent, c'est mes équipes projets, elles sont bloquées quand je demande de l'accès. Quand je demande de l'accès à la donnée, il faut que l'IT aille chercher quelqu'un en interne, qui regarde où sont les différents silos, qui fasse des extractions à la main, qui les prépare et qui puis les ramène à l'équipe projet. Donc aujourd'hui, ce qui manque dans les systèmes, c'est cette fameuse agilité. Donc nous, ça c'est notre cœur de métier. Pour pouvoir faire du machine learning, notre métier c'est quoi? C'est de manipuler des gros volumes de données pour pouvoir faire la construction des applications et des systèmes derrière. C'est notre cœur de métier, manipuler des gros volumes de données. Et pour faire ça, en fait, on a nos fondateurs, ils ont cherché toutes les solutions possibles et ils se sont dit le cloud,
c'est le meilleur écosystème possible pour pouvoir concevoir l'écosystème data de la nouvelle génération d'applications. Pourquoi? Parce que dans le cloud, on a un volume quasi infini. La limite d'Amazon, d'Azure ou de Google, elle est quasi infinie. Et on peut y stocker des pétas, des téras de pétas de données. C'est automatisé. Il y a tout un ensemble de services serverless qui sont déjà prêts à l'emploi et qui peuvent accélérer la mise à disposition de la donnée. Et puis on a une puissance de calcul élastique. Dans le cloud, c'est ce qu'on va reproduire, je vais vous montrer après, on peut en une seconde avoir l'équivalent de 1200 machines, faire un calcul de manière intensive et relâcher cette puissance et payer juste pour ce qu'on a utilisé à un instant T. Alors ça, c'est la clé de départ. Ce sont les architectures de données, de tous les systèmes de données, si vous en avez déjà vu ou que vous avez été confronté, Oracle, Teradata, IBM. Ça repose tous sur deux architectures historiques qui ont été inventées dans les années 70. Le shared disk, vous avez un disque et puis plusieurs serveurs qui sont connectés. On voit tout de suite que le disque, il est tout seul. Donc, s'il y en a plusieurs qui demandent en même temps, on a un engorgement au niveau du disque. Alors, il y a une deuxième génération qui est arrivée qui s'appelle le shared nothing. Mais le problème du shared nothing, c'est qu'on avait un serveur et un disque attaché. Et on ne pouvait pas séparer les deux. Résultat, j'avais besoin de plus de puissance de calcul. Pas possible. Il fallait rajouter un nœud avec ma CPU et mon nœud et mon stockage. Et ainsi de suite. Si j'avais juste besoin de plus de stockage, il fallait rajouter un serveur. Donc ce n'était pas très flexible, on payait pour beaucoup, et en plus ce sont des architectures qui sont boulimiques. C'était fait pour grossir, mais ce n'était pas fait pour se réduire, parce qu'en fait, chaque fois qu'on ajoute un nœud, on enlève la donnée et on la redistribue. Donc il n'y avait plus moyen de faire grossir. Donc ces architectures, elles étaient très très limitées. Donc nos fondateurs, c'est deux Français qui sont partis aux États-Unis il y a 20 ans, qui ont bossé chez Oracle, et qui ont développé le moteur de données Oracle Data Warehouse et puis Exadata. Ils se sont dit en 2010, avec le cloud, avec le big data, il faut qu'on construise une génération de bases de données, de data warehouse, qui va répondre aux nouveaux défis des entreprises autour de la donnée. Donc ils se sont mis ces notes légendes à Apple. Ils se sont mis dans un appartement, ils ont acheté un tableau blanc en fait Veneda sur Amazon, et pendant 9 mois ils ont pensé c'est quoi la base de données de la nouvelle génération. Et ils sont arrivés aux conclusions, on fera rien avec les technos et les architectures du passé, et petit 2, il faut que ça soit élastique et instantané, et il n'y a que le cloud qui peut nous le fournir. Et à partir de là, ils ont développé Snowflake. Donc Snowflake c'est quoi? C'est un service de data warehouse dans le cloud. Ça c'est l'image d'Atlas qui porte le monde sur ses épaules. L'image, c'est nous qui portons l'infrastructure de la data. J'ai beaucoup réfléchi, il y a presque 5 minutes de brainstorming avec les équipes pour arriver à ce slide-là. Donc les bénéfices de Snowflake, d'abord je vais vous parler des bénéfices et ensuite je vous parlerai à la fin de la magie. C'était pour être sûr de vous garder jusqu'au bout. Donc les bénéfices de Snowflake, c'est quoi? Premièrement, c'est un moteur SQL. Donc on réutilise toutes les compétences de l'entreprise, le vieux SQL que vous connaissez, on lui a fait un petit lifting, il est encore plus beau, et on peut réutiliser tous les outils du marché qu'on avait qui discutent en SQL. Pas besoin d'acquérir des compétences, on peut l'utiliser tout de suite. Une administration minimale. Il n'y a pas de tuning, il n'y a pas de configuration, il n'y a rien de tout ça. Le moteur, c'est une nouvelle architecture entièrement auto-tunée. On prend toutes les données, toutes les volumétries, et nativement, on prend des données structurées et des données semi-structurées. JSON, Avro, Parquet, XML, sans pré-traitement, et on les requête en SQL. Tous les utilisateurs, et je vais vous expliquer après, quelle que soit l'entité métier, quel que soit le projet, quels que soient les devs, on peut leur donner accès à tout ou partie de la donnée en une seconde. On paye que sur ce qu'on consomme. Chez Snowflake, on paye le stockage, 25 $ le terabyte, entièrement sécurisé, compressé, colonnarisé, crypté par défaut. Soit le prix le plus bas du marché pour la donnée la plus sécurisée du marché. Et on paye le compute, 1 heure de calcul chez Snowflake, c'est 4 $, on paye à la seconde après la première minute. Donc c'est un MobiCard de la data. Et on a un système de partage instantané de la donnée, en interne ou en externe, sans déplacer la donnée. Quelle magie derrière Snowflake? C'est juste une nouvelle architecture. Vous avez traditionnellement des silos. Nous, en fait, on met tout à un seul endroit. Donc, à un seul endroit, on a tous les types de données qui sont stockées. Et puis ensuite, on va créer des virtual warehouses. Donc, les virtual warehouses, c'est des unités de calcul autonomes. Donc, voilà. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui demande, je vais pouvoir créer un virtual warehouse. Donc il y a quelqu'un qui veut faire des requêtes ou explorer des données, il y a quelqu'un qui veut faire de la data science et essayer un nouvel algorithme, il y a des gens qui font du machine learning parce qu'ils font un moteur de recommandation, on lui crée à la volée. Et puis on a des utilisateurs qui font de la BI, donc ils font du tableau, des outils de visualisation, de restitution de la donnée, on leur donne un environnement. Chacun a accès à la donnée et chacun est autonome. Et vous voyez, vous avez du S, du L, du M, ça ce sont les tailles. Et tout ça est élastique.
C'est-à-dire qu'on peut les faire varier en une commande SQL en une seconde. Vous voulez que votre machine learning il aille plus vite et vous voulez la réponse non pas en une nuit, mais dans 10 minutes, bah vous doublez, triplez avec une commande et instantanément, on multiplie la puissance de calcul et on divise les temps de calcul. Vous avez plus d'utilisateurs qui se connectent en même temps avec leurs outils d'exploration. On a ce qui s'appelle du cloning. Le système est automatiquement répliqué. Il détecte qu'il y a de nouveaux utilisateurs. Il se réplique lui-même. Puis quand les utilisateurs s'en vont, il déplugue. Et puis il s'arrête. Voilà. Donc on a séparé le compute du stockage et on crée des environnements de mise à disposition. Vous êtes développeur, vous avez un nouveau projet, vous avez besoin de tester et d'accéder à telle partie de la donnée qui vient du marketing. On clone la base, on crée un virtual warehouse, on vous le donne. 5 minutes, montre en main. Voilà. Puis quand c'est fini, on arrête, et donc on arrête de payer. Et au-dessus, il y a une couche de service. Donc tout ce que vous avez connu dans les SGBD traditionnels existe. La gestion des transactions, la gestion de la sécurisation, l'optimisation, la gestion des accès. Tout est sécurisé. Donc le point aujourd'hui, la base, que font nos clients avec Snowflake ? À la base, c'est la centralisation. On récupère les données des data lakes, on récupère des données structurées, des semi-structurées, du streaming en provenance des devices, de l'IoT et tout ce que vous voulez. Et on met tout à un endroit. Thomas Dashville, c'est le fondateur de Snowflake. Nos clients aujourd'hui, ils ont des architectures comme ça. Sur la gauche, vous avez les différents cas d'usage, les applications internes, externes, les vieux systèmes. Vous avez ce qui s'appelle les ETL qui extraient les données, puis qui essayent de les mettre en œuvre, qui les mettent dans un data warehouse. Puis comme on ne sait pas faire autrement, on crée des petits silos, des data marts pour différents besoins métiers. Puis en parallèle, vous avez la vague des data lakes avec des infrastructures séparées. Et puis vous avez 2 flots de données. Et que font l'IT ? Généralement, ils prennent du data lake, mais ils n'y arrivent pas à le donner à disposition aux utilisateurs. Alors, ils copient dans le data warehouse. Puis le data warehouse, on va exporter des données dans le data lake, parce que les gens qui font de la data science, ils en voudraient aussi. Et puis on se dit, on va prendre l'ETL et peut-être qu'on va faire une dérivation directement vers le data lake. Et puis on se dit, il y a des données intéressantes dans le data lake qui ne sont pas dans le data warehouse, alors on va les mettre à disposition via un data mart. Et puis on se retrouve avec un écosystème un peu compliqué en matière de flux, dans lequel personne ne sait où est la donnée et on ne sait pas comment la mettre à disposition de l'entreprise. Donc ce que font nos clients aujourd'hui, c'est simple, avec Snowflake, on prend tout. Donc on a développé un système, ça a été annoncé la semaine dernière, on a un data warehouse, on prend toutes les données en entrée, on crée des virtual warehouse avec des entités logiques qu'on crée à la volée et qu'on détruit quand il n'y a plus besoin. Donc chacun peut avoir accès à la partie de la donnée importante à un instant T. Et on a développé un système qui s'appelle les Materialize View. C'est un vieux truc qui existait chez Oracle ou chez Teradata mais qui ne marchait pas, qui nous permet d'indexer tout le contenu du data lake et de maintenir cet index. Donc on n'a plus qu'une seule vue de la totalité de l'information de l'entreprise à un endroit. Il suffit de se connecter à Snowflake via un virtual warehouse et on a accès à la donnée de l'entreprise, qu'elle soit à l'intérieur du data warehouse ou du data lake. Alors à quoi ça sert ? Je vais vous donner un exemple. On fait une conférence la semaine prochaine dans le Nord au Retail Connect. Kiloutou vient d'acquérir la solution. Ils mettaient 40 minutes à avoir un rapport financier. Ils ont testé Snowflake, ils sont passés à 40 secondes. Donc le fait d'avoir une infrastructure de nouvelle génération avec du calcul distribué, on améliore drastiquement les niveaux de performance par rapport au système traditionnel. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'acheter une machine, d'attendre des mois qu'elles sont livrées. Ça a été conçu pour on charge les données et on les utilise. On peut y aller en self-service, on peut aller sur le site de Snowflake, l'ouvrir, et puis ouvrir un compte et faire soi-même son test, il y a $400 de crédit. On est basé sur les fournisseurs de cloud. Donc aujourd'hui, on est chez Azure et chez Amazon. Okay. Ça, c'est là où on est né. Donc on est né dans différents data centers. On vient d'ouvrir Amsterdam, on vient de faire l'annonce officielle et on sera l'an prochain sur Google. Notre stratégie, c'est d'accompagner les clients partout dans le monde et c'est aussi de les accompagner sur les différents choix technologiques. Donc on est cloud agnostique. Le fait qu'on soit hébergé en Europe, on est aussi 100% compliant GDPR. Donc tout ce qui est les problématiques d'accès, de sécurisation de la donnée, on va le gérer. Voilà, on a plus de 2500 clients aujourd'hui. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'arrive à la fin. Si vous avez des questions, je suis ravi. Allez-y. Ouais. Et pas aux États-Unis. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc la question était, si on est un client européen, est-ce qu'on peut choisir d'héberger les données en Europe et pas aux États-Unis ? J'ai oublié de le dire. C'est le client qui choisit où il veut héberger ses données. Okay. Donc en Europe, on est à Dublin, on est à Francfort ou on est à Amsterdam. C'est vous qui choisissez dans quel data center vous voulez vous situer, enfin dans quelle zone vous voulez vous situer. Okay. Sachant que nous, on s'appuie sur des mécanismes. Par défaut, la donnée, quand elle est ingérée,
elle est répliquée sur 3 data centers. Donc il faut qu'on ait des régions d'un des cloud providers qui puissent fournir ce mécanisme. Et on est encore en train de développer des régions au fur et à mesure des demandes. D'autres questions ? Eh ben, On merci s'arrête là. beaucoup. Ouais, Oui. Dernière question. Dans quel service Amazon vous stockez la donnée? S3. Et dans Azure, on le stocke dans le blob storage. Et pour toutes les couches basses, c'est EC2. Donc c'est pour ça que je disais, on s'appuie sur les fournisseurs de cloud qui ont des mécanismes de gestion d'allocation dynamique. Mais pour le développement, on fournit un driver JDBC, ODBC et une API REST. Tout le reste, c'est transparent. Merci Yvan. Merci beaucoup.